Bonjour à tous, moi c'est Manel Blidi et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour EI4A, docteur Amaury Broussier, qui est gériatre au groupe hospitalier Henri Mondor, spécialiste dans l'insuffisance cardiaque du sujet âgé et de l'évaluation de la fragilité. Et donc, Amaury, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation et je suis ravi d'intervenir sur ce sujet aujourd'hui qui est effectivement extrêmement important avec pas mal d'actualités ces dernières années. Donc on va essayer de détailler un petit peu les enjeux du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique dans cette population assez spécifique. Hop, mes liens d'intérêt. Donc juste deux mots d'introduction pour planter le décor. Typiquement, il faut bien avoir en tête que l'insuffisance cardiaque est une pathologie cardio-gériatrique avec des spécificités et des implications qui sont extrêmement importantes à tenir compte en fait lorsqu'on prend en charge ces patients. Tout d'abord, c'est en termes de prévalence, hein, vous le voyez, l'insuffisance cardiaque, c'est 15% des patients de plus de 85 ans et 75% des patients qui ont plus de 75 ans. Donc, trois quarts des patients concernés par cette maladie sont des patients âgés, voire très âgés, et donc avec des spécificités vraiment de prise en charge. L'autre enjeu majeur, c'est clairement les réhospitalisations, puisque on le voit, on est à 50% des patients qui sont réhospitalisés dans l'année. Et dans cette population, ces réhospitalisations, elles se grèvent à chaque fois d'un pronostic un peu plus péjoratif, d'une diminution de la qualité de vie, et donc un enjeu majeur, hein, à essayer de mettre en place les meilleures thérapeutiques possibles, les meilleurs parcours de soins, et à améliorer qualitativement la prise en charge de cette population. Quand on regarde un petit peu des données un peu plus précises, hein, aujourd'hui sur un état des lieux en termes de prise en charge thérapeutique de cette population, eh bien ici vous avez des données, hein, que nous avons analysées issues du registre Ofixel, que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est un registre multicentrique associant à la fois des patients pris en charge dans les secteurs publics, des secteurs privés, de l'ambulatoire, de l'hospitalisation. Et nous avions été regarder ici un petit peu à la fois l'accès au traitement et à la fois l'accès à la réadaptation des patients en fonction des classes d'âge. Et vous le voyez ici, hein, très clairement. Alors, en gris clair, c'est ici la trithérapie, parce qu'au moment des données, nous n'avions pas encore la quadrithérapie. Mais plus les patients vieillissent, vous voyez, entre 60-70, 70-80, plus de 80 ans, moins ils ont accès à la trithérapie et donc moins ils étaient traités de façon optimale. Si on regarde la réadaptation, vous voyez ici qui est en bleu sur ce graphique, on observe exactement la même chose, hein. Plus les patients vieillissent, hein, 60-70 ans, 70-80 ans, plus de 80 ans, eh bien, moins ils bénéficient clairement de la réadaptation. Et donc, clairement, que ce soit les traitements médicamenteux ou réadaptatifs, non médicamenteux, on voit que plus les patients vieillissent, moins ils y ont accès. Et donc, on a un enjeu, hein, clairement d'amélioration de prise en charge de ces patients. Donc, on va regarder un petit peu en fonction du type d'insuffisance cardiaque des dernières actualités dont on bénéficie. Pour commencer mon propos, on va parler un petit peu de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, je ne vous ai pas remis les recommandations de 2023 que vous connaissez tous, mais j'ai choisi de vous remontrer deux papiers à la fois de l'American College of Cardiology et à la fois de la Société européenne de cardiologie qui ont publié en 2023 des papiers d'experts un peu autour de cette pathologie et desquels on peut tirer des informations vraiment intéressantes, hein, pour cette population. La première chose, vous voyez ici, c'est concernant la prise en charge globale de cette population. Et on le voit très bien du fait de l'enjeu de prise en charge des comorbidités chez les patients pris en charge pour insuffisance cardiaque à feu préservé. Eh bien, vous voyez le nombre de professionnels et l'environnement multiprofessionnel, multidisciplinaire qui doit tourner autour de ces patients. Vous voyez, les comorbidités, hein, elles peuvent être aussi bien cardiaques, à l'insuffisance cardiaque, ou bien extracardiaques, mais les médecins impliqués, les professionnels de santé impliqués doivent vraiment être divers, à la fois que ce soit les gériatres, à la fois les équipes de soins palliatifs, hein, de façon précoce, on en parle de plus en plus dans la science cardiaque, à la fois impliquer des pharmaciens, impliquer des infirmières, impliquer des assistantes sociales pour les patients qui sont en perte d'autonomie. Mais vraiment, il faut se dire que quand on prend en charge ces patients atteints d'insuffisance cardiaque à feu préservé, pour lesquels la prise en charge des comorbidités est essentielle,
eh bien, il faut construire ce réseau de soins autour des patients, construire cette multidisciplinarité qui est essentielle pour améliorer la prise en charge de cette population. Donc ça, c'était les données américaines. Et quand on regarde un petit peu les données européennes, eh bien, vous voyez, on observe exactement la même chose avec, dans ce papier de consensus, hein, une mise à jour des comorbidités qui sont extrêmement fréquentes, que ce soit l'obésité, la carence martiale, l'apnée du sommeil, le diabète de type 2, l'insuffisance rénale chronique. Donc vraiment un profil de comorbidité qui est extrêmement important et ce d'autant plus que les patients sont âgés. Et du fait de cette profil de comorbidité qui est extrêmement hétérogène, eh bien, on a un ensemble de thérapeutiques à mettre en place en dehors des thérapeutiques spécifiques. Donc vous le voyez ici, hein, les thérapeutiques qui, dans les suites de ce papier, sont arrivées sur un niveau de recommandation de classe 1A dans la population atteinte d'insuffisance cardiaque AFE préservée. Mais autour de ce pilier thérapeutique avec les inhibiteurs de SGLT2 et les diurétiques de Lens, eh bien, vous voyez vraiment ce qui va dicter la mise en place des autres thérapeutiques, c'est vraiment les autres comorbidités. Et ça, c'est vraiment encore plus vrai dans la population âgée, avec un enjeu, hein, qui est encore supplémentaire, qui est que quand on est sur cette population qui a une multimorbidité avec 5 à 7 maladies chroniques, eh bien, il y a un enjeu sur toutes ces comorbidités d'être capable un petit peu de stratifier leur prise en charge et de prioriser la mise en place des thérapeutiques associées. Et donc, vraiment, cela, se fera vraiment dans une prise en charge multidisciplinaire et il faut vraiment construire cet environnement autour du patient pour pouvoir avoir une prise en charge qui est satisfaisante. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail des thérapeutiques, l'actualité clairement de ces dernières années sur l'insuffisance cardiaque à feu préservé et d'une façon générale et également chez le sujet âgé, c'est évidemment l'émergence des inhibiteurs de SGLT2. Et j'ai choisi donc de vous remontrer, hein, ces dernières données sur les données d'efficacité des inhibiteurs de SGLT2 pour commencer en fonction de l'âge, hein, vous voyez, dans l'essai d'Elsevier et également dans l'essai sur l'empagliflozine. Et vous voyez ce qu'on observait, hein, c'est vraiment une concordance, hein, entre les deux molécules avec vraiment un effet de classe, c'est-à-dire une persistance de l'effet et de l'effet sur la morbimortalité du traitement, quel que soit l'âge des patients. Et quand on regarde un petit peu la classe de plus de 75 ans, c'est là que c'est extrêmement important. C'est que ce qui tire finalement le résultat, c'est vraiment la diminution des réhospitalisations. Vous voyez, et donc élément extrêmement important, hein, dans cette population, parce que je le disais en préambule, chaque réhospitalisation est clairement grévée d'un pronostic plus péjoratif. Donc vraiment marqueur important et signal très important dans cette population. Donc c'était pour les données d'efficacité. Maintenant, si on regarde un petit peu les données de tolérance, eh bien j'ai alors tout simplement juste pour compléter les données d'efficacité, excusez-moi, je vous montre les données d'efficacité maintenant en fonction du niveau de fragilité des patients, puisque c'est la richesse de ces dernières études publiées. Jusqu'à présent, dans l'insuffisance cardiaque, nous avions beaucoup de données d'efficacité en fonction de l'âge des patients, et progressivement, nous commençons à avoir des données en fonction de la fragilité des patients à baseline, c'est-à-dire au moment de l'introduction du traitement, au moment de l'inclusion du patient dans l'étude. Et on commence donc à avoir des données d'efficacité en fonction de ce niveau de fragilité initiale. Et là, également, vraiment, changement de concept par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, c'est que on a pu observer que plus les patients étaient fragiles, finalement, plus ils bénéficiaient du traitement. Et cela, encore une fois, est particulièrement vrai sur les réhospitalisations. Donc, un enjeu majeur à nouveau, puisque alors que sur les autres traitements qu'on a dans la quadrithérapie, on a parfois des difficultés dans ces populations particulièrement fragiles, hein, notamment sur l'hypotension, notamment sur la gestion de l'insuffisance rénale. Eh bien, vous voyez, là, c'est dans la classe la plus fragile qu'on a le plus de bénéfices du traitement. Donc vraiment un enjeu à implémenter ce traitement de façon intelligente associée aux autres médicaments. Quand on regarde en termes de qualité de vie, eh bien, on retrouvait la même chose, c'est-à-dire qu'en termes de qualité de vie, ce sont les patients les plus âgés qui bénéficient également le plus du traitement. Et donc, un impact, hein, vraiment sur la qualité de vie de ce traitement, un impact sur la qualité de vie de ces patients lorsqu'on introduit ce traitement dans la population insuffisance cardiaque à feu préservée.
je vous parlais des données de tolérance, elles sont juste ici. Je vous les présente simplement une fois. Donc, on commence à tous les connaître, hein, ces données de tolérance. On commence à connaître et à savoir ce à quoi il faut faire attention, notamment le signal qu'on a au niveau des infections urogénitales plutôt mycotiques. Eh bien, ce qu'on observait sur les données stratifiées sur l'âge ou stratifiées sur le niveau de fragilité des patients, eh bien, on retrouvait le fait qu'il n'y avait pas d'interaction ni entre l'âge et les effets secondaires, ni entre le niveau de fragilité et les effets secondaires. Autrement dit, ce n'est pas parce que les patients sont plus âgés ou plus fragiles qu'ils ont fait plus d'effets secondaires des médicaments. Donc il faut simplement être vigilant, effectivement, vigilant à ce risque d'infection et notamment d'infection mycotique, éduquer les patients. Et puis nous aurons très bientôt des données publiées en population de vraie vie, en population vraiment en vie réelle, qui semblent aller confirmer hein, ces données qui étaient issues des essais thérapeutiques, qui sont tout à fait rassurantes en termes de tolérance de cette classe thérapeutique qui prend de plus en plus de place. Donc clairement, sur l'insuffisance cardiaque à effet préservé, les comorbidités, la place majeure des inhibiteurs de SGLT2, c'est vraiment le socle de la prise en charge de ces patients âgés et également fragiles. Si on regarde un petit peu sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, eh bien, de la même façon, on commence à avoir un petit peu plus de recul et avoir, pour le coup, des données de vie réelles hein, qui nous montrent l'efficacité de cette trithérapie, voire de cette quadrithérapie dans cette population âgée. Donc, je montre généralement cette étude de cohorte qui est importante, hein, puisque elle a été regardée chez 2000 patients de plus de 65 ans qui ont été inclus à la fois dans des services de médecine polyvalent, dans des services de cardiologie, dans des services de gériatrie. Donc vous voyez qui représente bien l'entièreté de la population insuffisante cardiaque qu'on a nous en France et qui est en fait clairement répartie lorsqu'elle est hospitalisée entre ces différents services. Alors, pour introduire mon propos sur l'insuffisance cardiaque à FE réduite, j'aime bien montrer cette étude parce que ça reflète assez bien ce qu'on observe également en France et vous voyez ce qu'on avait sur le registre OFIXEL. Et vous voyez, quand on regarde un petit peu la GDMT, la Guideline Directive Medical Therapy, bah, on observait clairement que plus les patients vieillissent, moins ils sont traités correctement. Et donc, c'est le reflet également de ce qu'on observe en France. Et on a de façon de plus en plus fréquente, avec l'âge, des patients qui sont traités par monothérapie, que ce soit monothérapie d'inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone ou monothérapie de bêta-bloqueurs. Donc vraiment, un enjeu d'amélioration sur l'optimisation des thérapeutiques dans cette population. L'autre élément qui est intéressant dans cette étude et qui est particulièrement vrai dans notre population âgée pour réussir à les optimiser, c'est quand on va regarder un petit peu les freins à la prescription, les freins à l'optimisation du traitement. Puisque finalement, ce qui est difficile dans cette population, c'est optimiser le traitement parce qu'on a un certain nombre de freins sur l'insuffisance rénale, sur la maladie pulmonaire chronique. Vous voyez, c'est ce qui ressortait, c'est ce qu'on retrouve hein, dans la vraie vie. Mais on a un frein qui est un peu moins connu, mais auquel en tout cas on fait un peu moins attention et qui ressort dans ces données de vie réelle, c'est vraiment la dose de sortie du traitement diurétique. Et donc ça, c'est un élément qui est particulièrement fort dans cette population, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant à la dose de sortie du traitement diurétique. Les durées d'hospitalisation sont courtes lorsque les patients font une insuffisance cardiaque aiguë. On les relaie à des doses qui sont souvent élevées et c'est clairement un frein à l'optimisation. Et dans cette population, on est toujours un petit peu limite pour la pression artérielle, notamment pour la fonction rénale. Eh bien, il faut vraiment, au moment de l'optimisation, dans la phase de post-aigu, réussir à baisser un petit peu cette dose de diurétique de Lens à la dose minimale efficace pour pouvoir implémenter le traitement et optimiser le traitement derrière. Donc ça, c'est un message qui est fort hein, vraiment dans cette étude de vie réelle. Il faut réussir à le faire fonctionner et à l'appliquer dans ce sens-là.
Et sur les données d'efficacité, eh bien, vous voyez, c'est aussi extrêmement intéressant parce que des grosses cohortes comme ça, multicentriques, avec des patients inclus dans différents services, on en a peu. Et vous voyez, on retrouvait que sur les patients de plus de 80 ans, bah, en vie réelle, on voit que les patients qui ont une application de la Guideline Directed Medical Therapy, eh bien, ils ont également très clairement une diminution de la mortalité. Vous voyez sur les courbes de survie, très clairement on voit une diminution. Donc aujourd'hui, des données d'efficacité qui sont prouvées à la fois dans les essais thérapeutiques et à la fois en vie réelle concernant cette population âgée de plus de 80 ans. Alors après, la question, c'est la question de la mise en place clairement pratique hein, dans cette population. Et vous le voyez, on avait cet essai, vous le connaissez tous, hein, c'est l'essai Strong-HF. Essai Strong-HF avait regardé, qui avait comparé finalement, dans les 6 semaines qui suivent l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, soit une optimisation rapide, organisée des traitements pour arriver rapidement à dose maximale tolérée à 6 semaines, versus du standard of care, hein, et donc un suivi standard des patients. Et en population générale, on avait montré effectivement, enfin en population générale insuffisante cardiaque, on avait montré effectivement que il n'y avait pas de, qu'il y avait un franc bénéfice à organiser et optimiser rapidement les patients en post-insuffisance cardiaque aiguë. Et donc, il y a eu une sous-étude hein, de Strong qui a été faite avec une publication des résultats stratifiés en fonction de l'âge et donc dans la population qui décrivait comme étant âgée dans Strong. Et donc, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'on retrouve exactement la même chose que ce qu'on retrouvait dans la population générale de l'étude, et qu'il n'y avait pas d'interaction clairement liée à l'âge. Donc, Strong, hein, c'est ce qu'on a dit beaucoup, et c'est que finalement, c'est une preuve de concept. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, on a forcément une population un petit peu sélectionnée hein, pour réaliser cet essai thérapeutique, mais on a montré avec cette deuxième publication, il a été montré avec cette deuxième publication, que en appliquant ce schéma organisationnel, eh bien, on retrouvait les mêmes résultats dans la population âgée. Et donc, encore une fois, ça nous fait réfléchir sur le fait qu'il faut organiser le parcours de soins des patients, même lorsqu'ils sont âgés, pour optimiser les traitements. On peut regarder aussi un petit peu les autres classes thérapeutiques. Hein. C'est ce qui est extrêmement important dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite. Je ne vais pas toutes les redétailler, mais la classe thérapeutique sur laquelle on a effectivement de la difficulté également dans cette population, c'est beaucoup les minéralocorticoïdes et donc les anti-aldostérones. Et donc, il est important de remontrer un petit peu les données de la littérature. Et je vous montre un petit peu cette méta-analyse hein, qui avait été publiée en 2019, qui reprenait les grands essais thérapeutiques qui ont testé les anti-aldostérones, que ce soit dans la l'insuffisance cardiaque à FE réduite ou bien dans la l'insuffisance cardiaque à FE préservée. Vous voyez ici avec Top 4. Et en tout cas, pour les études qui s'intéressaient à l'insuffisance cardiaque à FE réduite, quand on regardait uniquement les patients de plus de 75 ans, eh bien, vous voyez, en Phasis Serales, ici, montrait clairement la même efficacité que pour la population générale. Et vous voyez, quand on regardait un petit peu sur les critères primaires de jugement de mortalité cardiovasculaire et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, on avait une diminution de 34% pour Emphasis et une diminution de 29% pour Rales. Et donc, des résultats qu'on retrouvait également dans cette population de plus de 75 ans. Donc, il faut vraiment garder ça en tête hein, dans l'initiation et dans l'optimisation thérapeutique des patients pour dire que chez les plus de 75 ans, on a également une efficacité de ces traitements et donc il faut clairement essayer de les introduire et essayer de faire au mieux pour les introduire dans le traitement de fond des patients. Concernant les inhibiteurs de SGLT2, vous voyez le résultat est juste ici. Donc, je vous ai montré ici les résultats issus d'APA-HF, où on a regardé cette efficacité des inhibiteurs de SGLT2 en fonction également du niveau de fragilité des patients. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai montré dans la science cardiaque à FE préservé. Il a
été fait exactement la même chose dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite, c'est-à-dire que dans leur essai thérapeutique sur la dapagliflozin, l'ensemble des patients ont bénéficié d'une évaluation de la fragilité à baseline. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque à FE réduite, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que plus les patients ont un index de fragilité élevé, plus ils bénéficient du traitement sur le critère de jugement sur réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et pour la mortalité cardiovasculaire. Et donc ça, encore une fois, c'est un élément qui est clairement fort, puisque ça nous montre que, alors que pour les autres thérapeutiques, on a toujours eu une interrogation sur la tolérance et l'efficacité du traitement dans cette population spécifique, là, dans la population fragile, on voit qu'il y a clairement cette efficacité. L'autre élément important qu'on observe, c'est que devient cette fragilité lorsqu'on met les patients sous traitement. Et bien là, vous voyez, c'est ce qu'on observe ici. Et bien, quand on fait cette évaluation de la fragilité à baseline et qu'elle est suivie dans le temps, et bien, et qu'on met les malades sous inhibiteur de SGLT2, les patients qui bénéficient le plus du traitement, encore une fois, ce sont les patients qui ont les index de fragilité les plus élevés. Donc, avec une meilleure amélioration de leur niveau de fragilité initiale. Donc vraiment hein, une interrogation sur le fait que il faut faire mieux dans l'optimisation de la mise en place de ce traitement, puisque cela fonctionne non seulement sur les critères cardiaques, mais également sur les critères de fragilité. Finalement, vous connaissez tous ces recommandations qui sont ici, qui sont les recommandations de 2021, qui associent les quatre classes thérapeutiques, les quatre fantastiques, comme on les appelle, avec à la fois les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone et le sacubitril/valsartan, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone et les inhibiteurs de GLT2. Et donc finalement, on voit que dans cette population, l'objectif, population âgée et fragile, l'objectif, il est là finalement, comme on l'a dans la population plus jeune. Mais ce qu'il faut être clair, c'est que les profils des patients vont pouvoir être différents. D'un côté, on va avoir des profils de patients âgés insuffisants cardiaques qui ont voilà, 80-85 ans, qui finalement, avant de rentrer dans la maladie, dans l'insuffisance cardiaque, dans la cardiopathie ischémique, eh bien, ne vont pas avoir d'autres comorbidités, vont ne pas avoir d'autres traitements ou peu d'autres traitements en dehors de ceux de l'insuffisance cardiaque, qui sont plutôt autonomes sur les activités de la vie quotidienne, des patients qui vont avoir en fait une bonne réserve fonctionnelle. Eh bien, ces patients, il faudra les prendre en charge dans des filières cardiologiques que vous connaissez, appliquer les protocoles tels que celui de Strong a été monté pour arriver très rapidement à cet objectif. À côté de ça, on a une grande frange de la population, vous voyez, qui a le même âge, 85 ans, qui, à côté de la cardiopathie ischémique, sont multimorbides déjà, rien qu'au niveau cardiaque, avec parfois des cardiopathies valvulaires, des troubles de conduction et des troubles du rythme, qui vont avoir d'autres maladies associées, 5 à 7 maladies chroniques associées. Donc, de ce fait-là, déjà une polymédication à laquelle on va venir rajouter des traitements de l'insuffisance cardiaque qui vont être en perte d'autonomie parce que cette population, ils ont une réserve fonctionnelle qui est un petit peu entamée. Et bien pour cette population où c'est plus complexe, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'objectif, il est aussi là. Mais la voie pour y accéder va être différente. Et on va être sur une voie vraiment d'optimisation des traitements où on va se dire que clairement, on n'optimisera pas, on titrera pas du tout de la même façon sur 6 semaines, mais il faut se fixer comme objectif que dans les 30 à 60 jours après l'hospitalisation, effectivement, on arrive à ces quatre classes thérapeutiques, mais qu'elles soient chacune à dose minimale. Et donc l'objectif est d'arriver vraiment rapidement, dans les 1 mois, 2 mois après la sortie d'hospitalisation, à avoir dans le traitement de fond l'ensemble de ces quatre classes thérapeutiques, mais à dose minimum. Et après, secondairement, réaliser une réaugmentation des classes pour lesquelles c'est possible. Et aujourd'hui, il est très clairement montré que dans cette population-là, et en général, c'est plus efficace d'avoir ces quatre classes versus une seule titrée, et c'est clairement plus applicable à cette population âgée fragile. Après, quid de la gestion finalement de l'hypotension, de l'insuffisance rénale? Alors, vous connaissez tous ce diagramme qui avait été fait par l'équipe de Nicolas Girard, publié en 2020,
avec des cut-off que vous connaissez, hein, vous voyez, des warnings à 90, 100 mm de mercure, en fonction que les patients présentent ou pas une hypotension orthostatique. Une démarche de prise en charge qui est extrêmement bien décrite aujourd'hui, avec le fait qu'il faut dans un premier temps diminuer les traitements qui sont non efficaces dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite. Dans un deuxième temps, diminuer clairement les traitements, diminuer les doses de diurétique de Lens, pour arriver à dose minimale efficace, et seulement, dans un dernier temps, à s'attaquer en quelque sorte au traitement de fond de l'insuffisance cardiaque en fonction du profil des patients, en fonction est-ce qu'on est sur plutôt une insuffisance rénale, sur une hypercalémie, etc. Eh bien, et on a un algorithme, hein, qui a été publié, qui est adapté et plus adapté à cette population âgée, fragile, hein, qui avait été mené notamment par Olivier, l'équipe, et autour d'Olivier Hanon. Et ce qu'il faut en retenir, hein, très clairement, c'est que c'est au niveau de la pression artérielle, c'est les cut-offs à partir desquels il faut s'inquiéter. Vous voyez, sur une population jeune, on était entre 90 et 100 mm de mercure, et la présence d'une hypotension orthostatique pour dire attention, il faut regarder baisser la dose de diurétique, arrêter tous les autres traitements et puis réfléchir. Alors que dans cette population âgée, fragile, vous voyez, c'est plutôt à partir de 100, 110 mm de mercure qu'il faut clairement se poser la question. Donc, avoir une tolérance en fait un peu moins large et clairement à partir de 110 mm de mercure, et à partir du moment où on commence à être inférieur à 110 mm de mercure, appliquer cette démarche diagnostique de dire bon bah voilà, je diminue les traitements, la dose des traitements par diurétique de Lens, j'arrête tous les autres traitements non efficaces et je réfléchis à la cause de mon insuffisance rénale, je réfléchis à mon hypercalémie, etc. Mais vraiment retenir ce niveau, hein, qui est plutôt à 100-110 mm de mercure, à partir duquel on doit s'alerter et à partir duquel on doit agir sur les autres thérapeutiques pour pouvoir continuer d'optimiser le traitement. Si on regarde un petit peu, je passe celle-ci, excusez-moi. Donc, regardons un petit peu maintenant concernant l'application de ces recommandations. Alors, vous le voyez juste ici. On a donc pris clairement l'application de ces recommandations de 2021 qui avait été publiées par la Société européenne de cardiologie. Et en 2023, on s'est posé la question de l'applicabilité des recommandations à cette population âgée de plus de 80 ans. Et donc, est né de cette réflexion un collège d'experts, hein, de la Société française de gériatrie, de la Société française de médecine d'urgence, et du groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie. Et donc, nous nous sommes réunis, hein, autour d'une trentaine de questions autour de l'insuffisance cardiaque aiguë du sujet âgé de plus de 80 ans. Et sur un grand nombre de points, nous avons pu voir s'il y avait une applicabilité finalement des recommandations et l'état de la littérature sur des points qu'ils soient le préhospitalier, le diagnostic, avec l'utilisation de l'échographie notamment, et la gestion des thérapeutiques. Et donc, je vous présente ici le résultat de cette réflexion. Vous voyez au niveau des différentes thérapeutiques et les grands messages qui en sont sortis, et donc les consensus et différents niveaux de recommandations qui en sont sortis. Sur les traitements, notamment par ARNI, donc c'est-à-dire par sacubitril/valsartan, il y a un consensus, hein, d'experts fort qui est sorti sur le fait que vraiment, même dans cette population, il faut appliquer la recommandation qui est de dire que quand les patients sont réhospitalisés, qui sont sous IEC ou sur ARA2, qu'ils ont une insuffisance cardiaque à effet réduite, eh bien c'est le moment pour se réinterroger sur la place de l'IEC et sur un switch potentiel de l'IEC par un ARNI, et un switch qui peut être précoce après l'insuffisance cardiaque aiguë. Sur les bêta-bloquants, ce qui est ressorti, c'est que également dans cette population, on a suffisamment d'éléments pour dire que au moment de la poussée d'insuffisance cardiaque aiguë, en dehors de l'épisode de choc cardiogénique, eh bien, il n'y a pas lieu de
d'arrêter ce traitement par bêta-bloquant, ou en tout cas, si on est contraint à l'arrêter, eh bien, il faut rapidement le réintroduire pour que le patient ne sorte pas d'hospitalisation sans avoir ce traitement de fond et avec un traitement surtout qui a été suspendu. Sur les IEC et les ARA2, c'est la même chose, hein, c'est que clairement l'agrément est arrivé sur le fait que et le consensus est arrivé sur le fait qu'il ne faut pas suspendre ces traitements pendant l'hospitalisation, sauf cas particulier d'insuffisance rénale aiguë ou d'hypotension majeure, mais que en tout cas lorsqu'ils ont été suspendus, il faut très clairement rapidement les reprendre et s'interroger à leur reprise avant la sortie d'hospitalisation des patients. Concernant les minéralocorticoïdes et les inhibiteurs de GLT2, nous sommes aboutis à un agrément fort sur le fait que dans cette population, ces traitements ont une place, hein, qu'on soit dans une insuffisance cardiaque AFE réduite ou dans une insuffisance cardiaque AFE préservée. Et donc, il faut clairement réussir à optimiser les traitements. De façon très pragmatique sur les schémas d'introduction des médicaments, vous voyez, on a ce consensus d'experts qui avait été publié en 2023, hein, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'essais randomisés hein, qui comparent, que ce soit dans cette population ou en population générale, est-ce qu'il faut débuter telle thérapeutique versus telle ou telle autre thérapeutique, enfin, comparant deux schémas d'introduction, et bien dans cette population âgée, c'est la même chose. Toujours est-il que, du coup, basé sur la littérature, hein, ce consensus d'experts est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait initier précocement les inhibiteurs de GLT2. C'est particulièrement vrai dans cette population du fait de la tolérance. Mais ce qu'on peut en sortir également, c'est que dans cette population, si les patients ont une pression artérielle qui est limite, une fonction rénale qui est limite, clairement, on peut également profiter de la phase d'hospitalisation pour introduire les traitements qui ont une tolérance qui est potentiellement un peu moins bonne. Et donc profiter de cette phase d'hospitalisation pour essayer d'introduire le sacubitril/valsartan, pour essayer d'introduire les anti-aldostérone, puisque les patients sont sous nos yeux pour surveiller la tolérance, que ce soit en termes tensionnels, que ce soit sur la fonction rénale. Et si ça n'a pas été pu être réalisé en fait au cours de l'hospitalisation, eh bien à ce moment-là, secondairement, au cours du suivi, on introduit ces traitements. Mais vous voyez vraiment un suivi organisé pour que dans les 30 à 60 jours après l'hospitalisation, on arrive avec ces quatre classes qui sont clairement représentées. Donc ça, c'était pour les traitements médicamenteux. Je vous dis tout de même un mot sur la réadaptation. Un mot sur la réadaptation, puisque aujourd'hui, c'est le plus haut niveau de recommandation dans, dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, et notamment l'insuffisance cardiaque à FE réduite. Et on sait que les patients n'en bénéficient pas. On sait également que plus les patients vieillissent, moins ils en bénéficient. Et donc, nous n'avions pas d'études hein, spécifiques à cette population. Et là, publié en 2021, on avait les résultats de RIA-BHF hein, qui ont été regardés spécifiquement chez les patients un peu plus âgés. Est-ce qu'on avait un effet finalement de cette réadaptation? Et donc, qu'est-ce qu'on observait? C'est que quand on regardait les patients sur différents domaines, vous voyez l'équilibre, la force musculaire, la mobilité, l'endurance, eh bien, quand on propose ces séances de réadaptation, eh bien, quel que soit le domaine, on a une amélioration, que ce soit l'équilibre, que ce soit la force musculaire, que ce soit la mobilité, que ce soit l'endurance. Et donc, c'est un des premiers essais hein, vraiment de bonne qualité hein, qui nous montre sur une étude interventionnelle l'efficacité de la prise en charge. Et il y a eu une analyse secondaire hein, publiée en 2023 de RIA-BHF, un peu sur le même principe hein, que les essais thérapeutiques autour des inhibiteurs de GLT2, où on avait été regarder du coup l'efficacité de ce protocole de réadaptation en fonction du niveau de fragilité initiale. Et bien, comme pour les thérapeutiques et notamment pour les IGLT2, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que ce sont les patients les plus âgés qui bénéficient clairement le plus des médicaments, les patients les plus fragiles hein, qui bénéficient le plus de la réadaptation par rapport aux patients moins fragiles. En effet, cela est dû au fait que
plus les patients sont fragiles finalement et désadaptés, il ne faut pas beaucoup pour qu'effectivement on arrive à améliorer leur niveau global. Et donc, encore une fois, un élément important parce que ce sont ces patients les plus fragiles qui sont exclus en grande partie d'une prise en charge rééducative et réadaptative. Et donc, il faut qu'on ait clairement une réflexion là-dessus. Concernant, pour conclure, le parcours de soins, je vous montre ces données extrêmement récentes, hein, données extrêmement récentes qui ont été regardées analysées par Guillaume Baudry, qui travaille effectivement dans le Grand Est, hein, où il a été regardé sur des données de l'assurance maladie, quel était finalement l'impact de l'organisation du parcours de soins notamment de l'organisation du respect des recommandations, c'est-à-dire après qu'un patient soit suivi pour insuffisance cardiaque aiguë, soit hospitalisé pour insuffisance cardiaque aiguë, quel est l'impact du fait qu'on le fasse bien suivre par son médecin généraliste dans les 15 jours et par le cardiologue dans les 2 mois? Impact auquel on s'attendait, c'est-à-dire lorsque le suivi est organisé, bah, clairement on diminue la mortalité, mais également ce qu'on voit, c'est que on diminue la mortalité, pardon. Ce qu'on voit également, c'est que on augmente un petit peu les réhospitalisations, ce qu'on a résultat qu'on a observé également hein, dans la mise en place du Prado en France. Et donc, ce qui est intéressant de regarder un petit peu, c'est si ces données sont transposables hein, en population âgée. Eh bien, là, entre guillemets, bingo, c'est-à-dire que sur la mortalité, on voit qu'il n'y a pas d'interaction finalement lié à l'âge, c'est-à-dire que quel que soit l'âge des patients, hein, sur ces données de l'assurance maladie, eh bien, quand on organise le suivi, clairement, on diminue la mortalité. Et ce qu'on voit, c'est que concernant les réhospitalisations, notamment les réhospitalisations à 1 an, eh bien, ce qui tire le résultat, hein, c'est les plus de 85 ans sur cette augmentation des réhospitalisations. Eh bien, ça montre bien le fait que les patients les plus sujets à être réhospitalisés en fait en post-insuffisance cardiaque aiguë, c'est vraiment les sujets les plus âgés et donc pour lesquels l'organisation de ce suivi demande à être particulièrement importante et pour laquelle le parcours de soins au service hein, de la coordination, de la mise en place des thérapeutiques, du suivi des comorbidités est vraiment fondamental. Donc, en conclusion de ce que je devais vous dire et que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est que clairement aujourd'hui, le traitement de l'insuffisance cardiaque et les recommandations du traitement de l'insuffisance cardiaque, eh bien, on peut les appliquer, les adapter à cette population âgée fragile, hein, avec un traitement qui a montré, qui a prouvé son efficacité, pour lequel on doit appliquer hein, des protocoles un petit peu spécifiques en implémentant progressivement les traitements, en luttant contre l'inertie thérapeutique et en se disant que vraiment dans les 30 à 60 jours, hein, après insuffisance cardiaque aiguë, il faut arriver à ces 4 classes qui sont représentées, ce qui est un objectif vraiment qui est majeur, sans perdre de vue la gestion et le suivi des comorbidités de ces patients qui est également fondamental. Alors tout ça, ça permet de lutter contre les réhospitalisations des patients qui sont un frein majeur et qui sont un frein majeur sur la qualité de vie des patients. Et donc vraiment, il faut mettre en place tout ça. C'est l'objectif vraiment principal. Mais tout ça, ça demande de s'organiser, d'organiser le parcours de soins. Son parcours de soins organisé, on ne peut pas optimiser les traitements, on ne peut pas un peu les gérer les comorbidités. Et donc cela, ça demande qu'autour du patient insuffisant cardiaque, cardiologue, gériatre, médecin généraliste, soient vraiment entendus pour allier les pharmaciens, les infirmiers et qu'on puisse vraiment coordonner les choses. C'est ce qui permet d'optimiser et de prendre en charge au mieux le patient. Juste un dernier mot pour terminer. On a parlé effectivement des thérapeutiques. Il faut penser à la réadaptation. Il faut également penser aux vaccinations dans cette population qui sont fondamentales. On connaît la couverture chez les insuffisants cardiaques. C'est la même chez les insuffisants cardiaques âgés, avec un enjeu majeur hein, sur la vaccination, notamment qu'elle soit la vaccination antigrippale, mais également la vaccination antipneumococcique, qu'il faut réussir à implémenter et qui est tout aussi importante que le reste dans la prise en charge globale de ces patients. Merci à toutes et tous de votre attention. Bah, merci beaucoup Amaury, hein.
Moi, j'avais une petite, question. Alors, on entend souvent les gériatres nous dire, que les glyphosines aggravaient un peu la sarcopénie. Est-ce que toi, chez les patients qui sont un peu dénutris, souvent les sujets âgés sont un peu dénutris, est-ce qu'il y a des petites choses auxquelles tu fais attention? Est-ce que ou il faut mettre en Alors, en fait, place, on sait pas très bien hein, là-dessus. Il faut être, enfin, on sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que les gens, quand on introduit le traitement, perdent du poids. Ça, c'est montré, on l'a vu, ils perdent du poids. J'ai pas remontré les données ici, mais on commence à avoir des données intéressantes où il commence à y avoir des cohortes publiées où on a été regarder, enfin, suivre la composition corporelle des patients après l'introduction du traitement. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils perdent du poids finalement. Est-ce qu'ils perdent de l'eau lié à l'effet diurétique? En partie, hein, qui est un effet, on le sait maintenant, hein, qui est faible, mais qui existe quand même des inhibiteurs du LT2, ou est-ce qu'ils perdent de la masse grasse et de la masse musculaire, parce que notamment on a cet effet avec la glycosurie des patients. Et les données en vie réelle là, qu'on commence à avoir montrent qu'on a effectivement une diminution significative. On voit que le compartiment hydrique baisse et on a une diminution significative au niveau de la masse grasse des patients, mais pas tellement au niveau de la masse musculaire. Donc, clairement, alors c'est des petites cohortes pour l'instant, donc il faut garder dans l'idée que les patients perdent du poids, mais on a l'impression que cette perte de poids, là, pour l'instant, elle est, enfin, de ce qu'on observe dans les données publiées, elle serait plutôt sur la perte de masse grasse, et donc on est, pour l'instant, enfin, on n'a pas de choses qui nous montrent que le patient perd spécifiquement de la masse musculaire. Après, effectivement, ça demande, donc ça c'est les premiers résultats qu'on a, mais ça demande d'être vigilant de toute façon chez les patients qui sont dénutris aux ingestats, et ça n'empêche pas qu'on sait que enfin, chez un patient insuffisant cardiaque hein, dénutri, la dénutrition en elle seule augmente la mortalité de 30% dans le suivi, quoi. Donc ça n'empêche qu'il faut être particulièrement vigilant, quoi. ouais, super et puis pour les diurétiques, est-ce que toi, en introduisant la glyphosine, tu baisses systématiquement les diurétiques, même si le patient est encore un peu congestif? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à attendre qu'il soit Eh ben, bien hypovolémique? pour le coup, je pense que j'ai la même pratique que dans la population plus générale, hein, qui est que initialement, j'ai beaucoup baissé les diurétiques quand je les introduisais, et finalement, je les ai pas mal remontés derrière. Et je pense qu'il faut être vigilant, en fait, et aller un peu plus loin, c'est-à-dire aller dans le profil du patient et réussir à identifier les patients qui vont être, qui sont dépendants à ces doses élevées de diurétiques et chez lesquels, finalement, on n'arrivera pas, enfin, chez lesquels les inhibiteurs de SGLT2 feront qu'on n'arrivera pas à diminuer la dose, ou en tout cas pas à diminuer beaucoup la dose de diurétique de l'anse. Les malades qui ont des insuffisances cardiaques avec des effets franchement abaissés ou qui ont des versants effectivement très droits, une HTAP fixée associée. Voilà, ces patients-là, clairement, qui avaient besoin de grosses doses de diurétique auparavant, c'est pas l'inhibiteur de GLT2 qui nous permet de diminuer beaucoup, bien que, enfin, je permets de leur dire, hein, c'est que il faut quand même faire l'effort hein, d'essayer d'aller à la dose minimale efficace. Ça, je pense que c'est vraiment un enjeu majeur, et c'est ce qui permet, voilà, dans le suivi, réévaluer même quand le patient va bien, réévaluer pour dire, bah voilà, là il est stabilisé, c'est peut-être le moment de diminuer un peu pour pouvoir optimiser le reste. Et ça, c'est particulièrement vrai dans cette population. OK, bah, c'est super, merci à toi, hein. Je rappelle qu'on va se retrouver pour une autre vidéo, concernant la gestion des comorbidités. C'est bien ça? Et des comorbidités et de la fragilité, effectivement, on essaiera d'aller regarder ça un peu plus précisément chez le patient âgé. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Et ben, bonne fin de journée, merci beaucoup.